Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Plus de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote aux États-Unis, qui de Donald Trump ou Joe Biden remportera la course à la Maison Blanche, l'avantage se dessine en faveur du candidat démocrate, mais rien n'est fait pour l'instant. Nous entendrons une Américaine qui habite en Guyane nous raconter comment elle a vécu ses dernières heures de suspense. Et puis, aviez-vous déjà entendu parler des territoires d'outre-mer sous souveraineté américaine? Des territoires qui sont exclus du scrutin présidentiel. Interview à suivre sur ce point d'un professeur de littérature américaine. Au programme également de ce journal, François Ringuet, qui a été réélu à la tête de la communauté de communes des Savanes. Enfin, 3e épisode de notre série de la semaine consacrée à ces jeunes qui suivent un stage de plusieurs jours à l'armée. Après avoir appris les bases, après avoir appris le maniement des armes, aujourd'hui, direction la forêt pour monter un bivouac. Vous l'entendrez en fin de journal. C'est le matin sur Radio Pays et c'est le journal de 7h justement. Bienvenue à tous. Et juste après votre journal, Victor, nous parlerons cinéma. La Toile des Palmistes s'invite aujourd'hui dans votre interview de 7h15. Tout à fait, avec Marc Barra, pour revenir sur ce festival qui commence à partir d'aujourd'hui. Bien, tout d'abord, nous remontons un peu plus loin sur le continent. Nous allons tout à fait au nord, sur le territoire américain, pour parler de cette journée électorale mouvementée qui s'est donc déroulée aux États-Unis. Oui, 160 millions d'Américains étaient appelés aux urnes ce mercredi. Le camp démocrate se détache progressivement grâce au décompte, notamment des bulletins envoyés par correspondance. Joe Biden est donné vainqueur dans plusieurs États clés, mais l'officialisation d'une victoire globale tarde encore et les recours pourraient se multiplier. Le camp de Trump s'accroche et demande déjà un nouveau décompte. Les Américains résidant en Guyane ont suivi cette élection de près. C'est le cas de Carole Quintella, pour cette Américaine qui vit depuis 15 ans à Cayenne. Ces résultats reflètent les différences entre les modes de vie dans les campagnes et dans les villes. Je pense qu'il y a quand même un assez grand écart entre les personnes qui aiment Trump et les personnes qui n'aiment pas Trump. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment pro-Biden, mais plutôt anti-Trump. J'ai remarqué que les États au milieu ont une densité moins faible que le Nord-Est et par exemple l'Ouest. Et le Nord-Est, c'est le parti le plus ancien du pays, avec beaucoup d'institutions scolaires, les universités et tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que les gens au milieu ne sont pas éduqués. C'est champ après champ après champ de maïs, surtout au milieu du pays. Alors, je me demande si c'est plutôt une différence entre les problèmes des gens qui habitent à la campagne contre les personnes qui habitent dans la ville. Voilà donc des différences entre les problèmes des personnes qui habitent à la ville et ceux à la campagne qui expliqueraient cette différence en termes de vote aux États-Unis. C'était Carole Quintella, elle répondait aux questions d'Arnaud Béry de l'Olcirder. On va rester aux États-Unis avec vous, Victor, et on continue même à parler de cette élection avec les Outre-mer américains qui, eux, sont exclus du scrutin présidentiel. Oui, mardi soir, alors que les États-Unis commençaient à compter les bulletins de l'élection présidentielle, des citoyens américains étaient contraints de suivre le résultat sans pouvoir participer. Les territoires de Porto Rico, Guam, les îles Vierges et les Mariannes du Nord, qui ne sont pas des États américains, ont été exclus du vote. Pourtant, ils avaient pu participer aux primaires démocrates et républicaines il y a quelques mois. Un paradoxe hérité depuis de nombreuses années, comme nous l'explique Rod Craig. Il est professeur de littérature américaine en section internationale du lycée Melchior Garret de Cayenne. La question du statut, notamment surtout de Porto Rico, puisque ça fait presque une centaine d'années que ce territoire est uni aux États-Unis, est en question depuis cette époque-là. Il y a des partisans à Porto Rico de l'intégration complète en devenant un État des États-Unis à part entière, ce qui leur donnerait une représentation au Congrès, ainsi que le droit de voter au présidentiel. Il y a des représentants de l'indépendance aussi. La population est très partagée, mais finalement, la décision, elle ne se fait pas depuis toutes ces années, surtout à cause de Washington, parce que finalement, les deux partis, républicains et démocrates, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Au départ, c'était les républicains, les démocrates craignaient que les républicains allaient tirer avantage des électeurs dans ce territoire, et puis maintenant, c'est le contraire, c'est-à-dire que ce sont les républicains qui craignent qu'en intégrant Porto Rico comme un État, ça donnerait un autre État bleu, un autre État démocrate.
Et notez pour terminer que les Portoricains votaient mardi par référendum pour décider s'ils souhaitent que leur territoire devienne le 51e État américain, ce qui pourrait permettre aux plus de 3 millions d'habitants de prendre totalement part à la vie politique nationale. Mais là aussi, les résultats se font attendre. Pour être totalement complet, la première tendance de ce référendum est plutôt et de manière très majoritaire pour le oui. Mais bon, il faudra attendre quand même les résultats définitifs pour valider donc l'entrée de Porto Rico de manière officielle dans le giron américain. Nous revenons en Guyane, Victor, avec cette femme enceinte qui est décédée après un accident de pirogue près d'Apatou. Mais le corps de la jeune femme a été retrouvé ce mercredi matin, près de 24 heures après le chavirage de la pirogue qui l'a transportée vers Saint-Laurent-du-Maroni. Les faits sur ce dramatique accident avec Clément Buzalka. Le drame a eu lieu en fin de matinée ce mardi 3 novembre au niveau du village Providence, exactement au Sault-Sicibi. Une pirogue du centre de santé de Grand-Santi transportant plusieurs passagers vers Saint-Laurent-du-Maroni a chaviré. Une jeune femme enceinte de 8 mois est disparue dans l'accident. Les autres passagers, quant à eux, ont pu regagner la rive avant d'être rapatriés par les secours vers Grand-Santi. Depuis l'accident, mardi à la mi-journée, un hélicoptère de la sécurité civile et une pirogue de la gendarmerie n'ont pas cessé les recherches. Au matin de ce mercredi 4 novembre, c'est la population qui a repéré le corps sans vie de la jeune femme. Celui-ci a ensuite été récupéré par les gendarmes de la brigade d'Apatou. Les enquêteurs doivent encore déterminer les circonstances de l'accident. On revient également ce matin sur cette décision du tribunal administratif pour scolariser 18 enfants étrangers. Oui, décision, on le rappelle, qui a obligé le rectorat ainsi que la mairie de Cayenne à scolariser des enfants de nationalité syrienne, palestinienne, libyenne, péruvienne et haïtienne. La sénatrice Marie-Laure Finera-Hort, désormais ex-maire de Cayenne, a rappelé à RESF, au réseau Éducation sans frontières, que chaque année, plus de 6000 enfants ne peuvent pas être scolarisés sur le territoire guyanais, faute de place dans les établissements, a-t-elle dit. Ce n'est pas en mettant la pression sur les communes que ce problème sera réglé, mais avec un plus grand engagement de l'État en matière de construction scolaire. Fin de citation. Nous aurons l'occasion de faire réagir les différents acteurs de cette affaire sur Radio Pays et vous serez également les bienvenus afin d'y apporter votre avis, notamment dans nos émissions au standard 05 94 25 76 25. Il est 7h11 et François Ringuet a été réélu à la tête de la communauté des communes des Savanes. Le maire de Kourou rempile pour un nouveau mandat à la tête de la CCDS, compétente dans de nombreux domaines qui concernent les habitants des communes qui la composent, à savoir Kourou, Sinnamary, Iracoubo et Saint-Élie. François Ringuet espère que les 4 maires feront front commun face aux défis qui attendent la CCDS. On a cité les 4 axes. Dans tous les cas, la priorité déjà, c'est de trouver déjà un consensus au sein des 4 communes. Puisque bon, vous savez très bien comme moi-même que 2014-2020, ça n'a pas été facile de présider cette interco. Maintenant, avec l'arrivée des 4 communes, des 4 maires plutôt, on peut dire que la priorité sera aussi sur l'économie, mais aussi sur le volet touristique, ce qu'il faut ramener le tourisme aussi au sein de la CCDS. Et puis après sur le volet économique, c'est accompagner les petites entreprises comme on l'a fait à travers donc sur le plan Covid. On a mis quand même quasiment 1 million d'euros pour l'accompagnement des petites entreprises. On continuera à les accompagner. Et puis après, derrière aussi, c'est le volet déchets, très important pour la Guyane, à savoir si demain, la prochaine, l'ISDN sera sur Kourou, sur Cayenne. Avec la loi littorale qui a changé, il faudra trouver une bonne solution. Et pareil, la problématique se pose aussi du côté de l'Ouest. Donc la question des déchets est un vrai problème pour la Guyane. François Ringuet élu avec 29 voix sur 33, 2 blancs, 1 nul et un vote pour David Riemann qui pourtant n'était pas candidat. Michel-Ange Jérémy, le nouveau maire de Sinnamary, est devenu quant à lui le premier vice-président du bureau communautaire. On fait un petit point également ce matin, Victor, sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Guyane. 14 cas ont été déclarés positifs sur 220 tests réalisés. La plupart de ces nouveaux cas proviennent de l'île de Cayenne. 2 nouveaux patients sont hospitalisés, ce qui porte à 19 le nombre de malades qui sont actuellement hospitalisés. 19 donc, dont 2 en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 10 591 cas de Covid-19 ont été enregistrés, dont 70 décès. Depuis lundi, et vous suivez avec beaucoup d'intérêt cette série de jeunes que nous vous permettons de rencontrer, qui partent en stage à l'armée. Et aujourd'hui, après le cours de tir d'hier, c'est cours de bivouac. Et oui, 3e épisode de notre série de la semaine. Nous suivons les stagiaires de la PMD pour préparation militaire découverte au sein du 9e régiment d'infanterie de marine. Aujourd'hui, c'est montage de bivouac en pleine forêt à 30 minutes de pirogue de Roura. Et il y a certaines règles qu'il faut rapidement mémoriser si on veut être sûr de dormir au sec. Reportage de Florian Royer. Aujourd'hui, la salle de cours est un peu particulière. C'est la forêt. Les stagiaires doivent monter leur propre bivouac avec hamac, bâche, mousqueton. Mais avant, ils ont quand même quelques minutes d'explication. Donc, tout ce qui est mousqueton, vous récupérez. Là, on se rappelle, j'avais fini par le nœud. Donc, ce nœud,
Je l'enlève. C'est bon, c'est clair. Le point clair à respecter, c'est les affaires sèches. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de ce cours. Si vous avez respecté ce principe d'affaires sèches, vous en sortirez toujours bien. Allez, maintenant, la pratique avec notre stagiaire témoin, Marelva. T'as tout bien retenu, Marelva? Bof, pas trop. Et du coup, après, c'est un peu la galère. Faut serrer, faut bien mettre en avant, surtout que là, le fait de mettre la corde avec pour la main. Et derrière l'arme, ça pèse encore plus. Un petit coup de main de l'instructeur, le caporal-chef Biazine, est plutôt bienvenu. En fait, le top, c'est d'avoir une racine qui va dans l'axe par rapport à la bâche. Mais après, on trouve jamais ce qu'on veut, c'est la forêt qui commande. J'ai pris un bout de bois et j'ai planté. En plus, on a la chance, en Guyane, la terre, elle est bien molle. Donc ça me fait office de piquer. Et il faut que les stagiaires se dépêchent un peu, car vous l'entendez, il commence à bien pleuvoir. Alors, le sergent Abou encourage un peu les jeunes. Allez, vite, vite, vite. Un bivouac militaire, alors ça sert à plein de choses. Ça sert à pouvoir effectuer une mission harpie. Et en plus de ça, si jamais par rapport aux intempéries, quand il pleut, au moins on a la bâche qui nous protège. S'il y a des chutes d'arbres, vous avez vu, la fêtière permet de ralentir les différentes branches qui peuvent tomber des arbres. Et au moins on est protégé et surtout on est camouflé. Petit problème chez notre autre stagiaire témoin, Terry. Apparemment, le hamac a pris l'eau. Comment ça se fait que tu mets tes affaires secs dans le sac comme ça, sans protection? Sûrement les sangles. Sergent, je n'ai pas de sangle. T'as la fêtière? La fêtière, elle est là. Finalement, le hamac de Terry n'est pas trop mouillé, il s'en sort avec un peu d'humidité pour la nuit. Ce qui est bien avec le bivouac, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne, rappelle le sergent Abou. Et nous aussi d'ailleurs, les cadres aussi, on va tous passer la nuit sur le bivouac ici, avec une garde de nuit, parce qu'on a de l'armement, on a du matos sensible, du matériel sensible. Et du coup, on est obligé de monter une garde la nuit. Pour ce qui est de passer une bonne nuit, c'est autre chose. On saura demain si Terry, Marelva et les 10 autres ont passé une bonne nuit. Un reportage en forêt et sous la pluie de Florian Royer, une série dont vous pourrez retrouver l'intégralité à la fin de la semaine sur nos réseaux.